Bonjour à tous, bonjour sur cet épisode du mercredi, c'est lecture dit. Ce soir, nous allons continuer la lecture de Janusz Vera, de Jean-Philippe Jaworski, et donc nous allons continuer la lecture de Mauvaise Donne. Donc c'est la deuxième nouvelle du livre, et nous avons donc commencé la semaine dernière où Benvenuto devait assassiner une cible dont le nom ne lui avait pas été donné pour Don Mascarina. Malheureusement, alors que l'affaire semblait être dans le sac, Benvenuto est tombé sur un os, ou devrais-je dire sur une pensière. L'homme était en plus protégé par un puissant magicien. Plein d'hommes d'armes ont sorti et dès que il a tenté de porter la première estocade. Et donc Benvenuto est dans l'embarras. Il est donc allé voir son commanditaire, Don Mascarina, pour voir s'il pouvait avoir plus d'informations et sur la suite à donner. Faut-il essayer de retrouver le client pour l'assassiner ou faut-il abandonner l'affaire? Malheureusement, lorsqu'il est rentré chez Don Mascarina, il a vu tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il a donc évité de rentrer par la porte et rentrer par une fenêtre. Et c'est là que nous allons reprendre ce soir. Je prends juste un instant pour regarder le gestionnaire de stream et pour dire à Hélé bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Donc Benvenuto vient de rentrer par une des fenêtres. Et au bout de quelques pas, Benvenuto, donc je, marchais dans quelque chose de collant. Je posais 2 doigts sur le sol. Ce geste confirma mes soupçons. J'avais trempé l'index dans un liquide visqueux, à l'odeur caractéristique. Du sang, partiellement coagulé. Je découvris le premier corps dans le couloir, à 2 enjambées de la porte. On l'avait lardé de 5 ou 6 coups de pointe. Seul point positif dans l'affaire, je trouvai une courte épée d'estoc à côté du cadavre. Je rengainai ma dague et saisis l'arme, en priant pour qu'elle me porte davantage chance qu'à son dernier propriétaire. Je faillis m'étaler dans l'escalier exigu qui descendait au premier étage. Je m'étais pris les pieds dans un 2e corps, effondré sur les marches. Quelques pas plus loin, une fenêtre laissait passer un rayon de lune oblique. Il me révéla un nouveau spectacle sinistre. Un cadavre était cloué contre une boiserie par 3 viretons d'arbalète. On s'était étripé, avec sauvagerie. Compte tenu du silence qui régnait dans ce tombeau, il ne devait plus y avoir âme qui vive. Restait à savoir si Don Mascarina faisait partie du tableau de chasse. Après pas mal d'hésitations, je partis en quête de lumière. Je trouvai un chicot de bougies sur une table bancale où avaient été éparpillées des cartes à jouer et des jetons d'ivoire. Je battis le briquet en me disant que j'allais offrir une cible idéale. La flamme peupla d'ombres fantastiques l'enfilade de pièces vétustes. Toute la maison semblait tanguer à chacun de mes mouvements. Ma nuque et mon échine me chatouillaient désagréablement, contractées par le sentiment de ma vulnérabilité. Mais je ne reçus aucun coup en traître. J'étais seul dans le palais Mascarina, seul avec les morts. Au total, j'en découvris 8. Une jolie fille, poignardée les yeux ouverts dans la couche du maître assassin, et 7 gaillards aux trognes marquées, éparpillés un peu partout dans les pièces, les couloirs, les escaliers. J'en reconnus 2 ou 3 que j'avais aperçus dans l'entourage de Don Mascarina. La plupart étaient à moitié nus. Sans doute avaient-ils été surpris au saut du lit, en ayant à peine eu le temps de bondir sur leurs armes. Les meubles brisés, les traces sanglantes sur les murs, certaines traînées épaisses sur le sol témoignaient de la violence des combats. J'eus la quasi-certitude que les assaillants avaient aussi essuyé des pertes. Sans doute avaient-ils emporté leurs morts. Tout cela avait eu lieu récemment. Les cadavres étaient encore tièdes et souples. De nombreuses traces de bottes ensanglantées maculaient les planchers.
Il avait fallu une troupe bien équipée, déterminée et expérimentée pour nettoyer ainsi le palais Mascarina. Parmi les corps, une seconde victime avait été clouée avec des viretons, contre un volet intérieur cette fois. Seules les arbalètes à cric disposaient d'une telle puissance, des armes d'assassins et de soldats professionnels. En tout cas, pas des armes d'algazil et de ruffians. Reste qu'il me manquait un mort dans ce joli carnage. Pas de trace de Don Mascarina. On avait massacré sa gentille Ménie, mais le maître assassin semblait s'être volatilisé. Avait-il échappé aux assaillants? Avait-il été enlevé? Avait-il planifié lui-même l'hécatombe? Ce qui est sûr, c'est qu'il m'avait plongé dans une affaire bien putride, le vieux gredin. Des années que je m'étais plus senti la tête aussi profondément enfoncée dans la fosse d'aisance. Ça me rappelait les tueries de Caelsbruck, quand tout le monde voulait de la peau de phalangiste, les assiégés comme les assiégeants. J'en venais à ces considérations moroses lorsque j'entendis un nouveau râle torturé, bizarrement assourdi. La plainte était faible, à la limite de l'audible, mais elle me fit courir des araignées froides tout le long du corps. Le desséché seul pouvait imaginer ce que souffrait un être, homme ou animal, qui geignait ainsi. Cette fois-ci, j'avais cru identifier l'origine de la plainte. Cela venait du jardin. Ce fut au milieu d'une allée, dans le parfum du lilas, que je découvris Don Mascarina. Il gisait sur le dos, entouré de pétales de rose et de profondes ornières creusées dans le gravier. Au moins 4 personnes avaient dû se cramponner autour de lui pour le maintenir immobile. Le pire, c'était qu'il l'avait laissé vivant. C'était Don Mascarina qui poussait ses plaintes insanes. Insane? Je pense qu'il y a un problème de traduction. Donc, qui poussait ses plaintes insupportables. Il souffrait de plusieurs blessures. 2 doigts manquaient à sa main gauche, son bras droit formait un angle bizarre, et une de ses cuisses était ouverte. Si l'attaque l'avait surprise alors qu'il folâtrait avec la jolie gueuse poinçonnée dans son lit, il avait dû en découdre comme un lion pour arriver jusqu'au jardin. Il avait failli s'en tirer. C'était peut-être le plus horrible finalement. Il avait failli s'en tirer. Il devait en être conscient malgré l'agonie, la cécité, le sang et la morve qui l'étouffaient peu à peu. Je n'ose pas me figurer le désespoir qui devait être le sien quand je le trouvais mourant dans son jardin, au milieu de ses fleurs qu'il ne voyait plus. On s'était acharné sur lui, mais ses adversaires avaient pris bien soin d'éviter de le frapper au corps. Ils cherchaient à le neutraliser, pas à le tuer. Lorsque, à bout de force, il avait été maîtrisé, on lui avait fait subir le châtiment, les 3 traits, le châtiment des chuchoteurs. Comme tous les citoyens de Ciudalia, je connaissais cette tradition, mais malgré ma propre affiliation à l'honorable société, c'était la première fois que j'étais témoin de cette punition. Elle dépassait en horreur la plupart des atrocités qu'il m'était étonné de voir ou de commettre. Le visage ravagé de Don Mascarina ressemblait à la tête bourrée de paille d'un épouvantail. Au milieu d'un magma saignant, ses orbites caves avaient été ligaturées avec du gros fil à ravoter. Ses lèvres déchirées, violacées et enflées étaient cousues à gros points. Une bulle sanglante crevait parfois entre 2 sutures. Ses joues avaient gonflé de façon grotesque, comme s'il s'époumonnait sans cesse à souffler entre ses lèvres scellées. Il gargouillait et il s'étouffait. Seul le nez lui permettait encore de respirer, et ses narines étaient obstruées de sang, de larmes, de glaire. Je crus deviner un morceau de viande jeté sur le gravier, non loin de lui. Je m'efforçai de ne pas y prêter trop attention. J'étais à peu près sûr qu'il s'agissait de sa langue. Ce spectacle me laissa pétrifié. Certes, je n'aimais guère Don Mascarina, mais je l'avais craint. Et voici que mon patron, ce tueur doux, tortué, plus traître qu'un aspic, se trouvait ravalé à cette larve mutilée et misérable. Mon petit monde en prenait un sacré coup. D'autant plus qu'il m'était facile de m'imaginer à la place de Don Mascarina. Un léger différend avec la guilde,
quelques coups de dague, juste histoire de vous calmer, Don Benvenuto. Et puis, passez muscade. On vous tire un nouveau portrait. Et si la guilde avait voulu liquider Don Mascarina, il y avait pas mal de risques qu'elle me réclame aussi des comptes. Perspective inconfortable. Des comptes sur quoi? Don Mascarina était cachotier. S'il avait fait un coup tordu au conseil muet, il ne m'en avait pas mis dans le secret. Seulement, le conseil muet me croirait-il? Du reste, Don Mascarina était mon seul relais vers le conseil. Sans mon patron, je n'avais plus moyen de remonter jusqu'au cercle des maîtres de guilde. Eux, en revanche, devaient pouvoir facilement descendre jusqu'à moi. Perspective décidément très inconfortable. Des comptes sur quoi? C'était le cœur de la question, et dans l'état qui était le sien, Don Mascarina ne pouvait plus se montrer très bavard. Il était exclu que la guilde ait voulu châtier mon patron pour m'avoir balancé au masque de renard. Trop peu de temps s'était écoulé entre le traquenard de la maison aux lauriers et la tuerie du palais Mascarina. Et qui aurait pu prévenir les chuchoteurs? Cela ne tenait pas debout. En outre, si les chuchoteurs avaient su préalablement que j'allais tomber dans une nasse, pourquoi ne m'avaient-ils pas prévenu? Très dangereux de courir le risque de la capture d'un membre de la guilde. Un autre détail clochait. Pourquoi avoir massacré tous les habitants du palais Mascarina? Pourquoi avoir liquidé une jolie gueuse qui n'avait rien à voir dans l'honorable société? Et de jeunes postulants qu'un exemple comme celui que j'avais sous les yeux aurait suffi à faire rentrer dans le rang. Les chuchoteurs sont rapaces, les chuchoteurs sont économes. Ils ne tuent jamais gratuitement. Et il y avait dans cette demeure beaucoup de cadavres qui n'avaient pas dû rapporter leur pesant de florins. Tant de morts, ça ne ressemblait pas à nos méthodes. Les trois traits n'étaient peut-être qu'un leurre. Avait-on voulu attribuer à la guilde un carnage exécuté par une autre organisation? Perspective tout aussi inconfortable en définitive. Il fallait être complètement fou, redoutablement puissant, ou plutôt les deux à la fois, pour livrer une partie aussi hasardeuse avec le conseil muet. Le problème, c'est que je me trouvais au cœur de l'échiquier, acculé au fond d'une diagonale, dans la position d'une pièce sacrifiée. Or, je suis un honnête garçon, vénal, intéressé, dénué de tout sens du devoir. J'ignore jusqu'au sens du mot martyr. En revanche, j'ai l'égoïsme chevillé au corps et l'égoïsme était précisément en train de me botter moralement le fondement. Il fallait que je trouve quelque chose pour me tirer de ce guêpier. Un expédient, une escroquerie, n'importe quoi pour détourner la catastrophe sur une autre victime, un coupable, un innocent, n'importe qui. Bref, il fallait improviser. J'ai improvisé. Je me suis rapproché de Don Mascarina. Il a entendu mon pas crisser sur le gravier. En s'appuyant sur les talons et sur les fesses, il s'est brutalement traîné hors de l'allée, gargouillant un râle muselé. Je me suis arrêté en l'appelant à mi-timbre, à mi-voix. Mon timbre, nué par l'horreur, était bizarrement doux. Il s'est effondré à quelques pas, écorché par ses roses, à moitié étouffé par le sang qui lui encombrait la trachée. « C'est Benvenuto, Don Mascarina !» ai-je chuchoté. Sa poitrine se soulevait spasmodiquement, son nez obstrué ronflait. Pas moyen de savoir s'il m'avait reconnu. Je m'accroupis dans l'allée et je continuai à parler pour lui laisser le temps de reconnaître ma voix. Simultanément, je me demandais bien ce que je pouvais obtenir de lui, et je craignais l'arrivée d'indésirables, comme une patrouille d'algazis ameutés par le voisinage ou 2 ou 3 collègues de l'honorable société venus aux nouvelles. J'ai raté le client, Don Mascarina. On m'a tendu une embuscade. J'ai failli y rester. Et j'ai comme l'impression qu'on a voulu vous faire porter le chapeau. Seulement, je vais vous confier le fond de ma pensée, Don Mascarina. Je ne vous ai jamais fait complètement confiance, mais je ne crois pas que ce soit vous qui m'ayez vendu. Et je ne crois pas que ce soit le conseil muet qui ait décidé de vous mettre au rebut. Il y a trop de morts. Ce n'est pas que ça me dérange, notez bien,
Mais cette tuerie manque d'élégance et de discrétion. Je ne reconnais pas la griffe de la guilde. Je m'interrompis un instant. Don Mascarina respirait toujours avec difficulté, le corps parfois contracté par un spasme de souffrance. J'éprouvais une impression extrêmement bizarre à causer ainsi affaire dans la nuit, au milieu des massifs de roses taillés avec amour, à un infirme supplicié, un mort vivant. Pas moyen de savoir s'il m'écoutait, s'il me comprenait. M'avait-il seulement reconnu? Il n'avait pas fui sur plus de quelques coudées, mais probablement ne pouvait-il pas se traîner plus loin. Don Mascarina, il faut m'aider. Je veux retrouver les fumiers qui ont voulu solder mon petit commerce. Je suis sûr qu'ils sont en rapport avec vos visiteurs. Vous m'avez toujours tapé sur le système, c'est un fait, mais votre liquidation me plonge dans un joli merdier. Il faut que ça se paye. Passez-moi les bons tuyaux et vos dettes deviendront les miennes. Pas de réaction de Don Mascarina. Possible qu'il était en train de me claquer sous le nez pendant que je lui sortais ma rhétorique à quatre sous. Du reste, lui demander de me balancer ses tortionnaires, c'était bien joli, mais assez grotesque. Plus moyen de bavarder. Il avait suffi d'un couteau et d'un peu de fil pour lui inspirer un sacré sens de la réserve. Écoutez, Don Mascarina, je vais poser des questions. Vous me répondrez de la tête, par oui ou par non. Et après un instant, comme il ne réagissait pas, j'ajoutai. On commence. Je vous pose la première question. Vous m'avez compris? C'est la première question. Est-ce que vous m'avez compris? Rien. Rien qu'un corps brisé, une respiration encombrée. Don Mascarina fut secoué par un hoquet si douloureux que je sentis mes tripes se serrer. Mais pas de signe, ni oui, ni non. C'est important, Don Mascarina. Bon, on va faire comme si vous m'aviez compris, d'accord? J'attendis un peu, en vain. Pas de réponse. Don Mascarina, est-ce que c'est vous qui m'avez vendu au masque de renard? Cette question-là, je l'avais risquée sans me faire d'illusions. Même un Don Mascarina au sommet de sa forme n'y aurait pas répondu. En fait, je n'aurais probablement pas osé la lui poser. Mais les choses étant ce qu'elles étaient, peut-être mon patron allait-il opter pour une noblesse pleine de sincérité, maintenant qu'il était privé de la possibilité de raconter des salades. Pure naïveté de ma part, bien sûr, Don Mascarina continua à gargariser péniblement dans son propre sang. « Est-ce que vous connaissez l'identité de l'homme au masque de renard ?» Aucune réaction. Ce que je faisais n'avait pas de sens. Don Mascarina avait dû perdre l'esprit en même temps que ses yeux et sa langue. Il était muré dans sa nuit et dans sa souffrance. Sans doute n'était-il plus vraiment conscient. Je n'avais plus qu'à décamper. Pourtant, j'essayais une dernière question. Don Mascarina, est-ce que ce sont vraiment des maîtres espions de la guilde qui vous a infligé cela? Contre toute attente, il réagit. Il se dressa brutalement, avec une telle vivacité qu'il me fit bondir en arrière. Égratigné par les épines de ses rosiers, il demeura ainsi dans un équilibre vacillant. Avec une vigueur désespérée, il secouait sa tête martyre de droite à gauche, de gauche à droite. « Non, 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 non !» Saisi, j'ai oublié qu'il ne pouvait plus parler. « Mais alors, qui vous a fait ça ?» Il a stoppé son mouvement de dénégation. Il oscillait, prêt à s'effondrer. Sa glotte montait et redescendait. Sans doute déglutissait-il son sang. Je réalisai que ma question était idiote, qu'il ne pouvait pas me répondre. Je me mis à chercher comment la tourner différemment. C'est alors qu'il dressa péniblement le bras gauche, tendit sa main mutilée vers moi, un peu sur ma gauche, mais j'ai compris que c'était moi qu'il visait. « Oui, Don Mascarina, je suis là. » Il continuait cependant à brandir les phalanges sectionnées de son index et de son majeur vers moi, avec une obstination tremblante.
Pas de problème, Don Mascarina, je suis là. Je sais que c'était imbécile de vous poser cette question dans ces termes. Je vais prendre une autre approche. Mais Don Mascarina hocha négativement de la tête, puis me désigna de rechef. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez me... Et puis les choses parurent claires. Insensées mais claires. Mais non, Mascarina, je ne vous ai pas trahi. Ce n'était pas moi qui suis responsable de ce que... Il ne me laissa pas le temps d'achever. Il secouait négativement la tête et poussa même un grognement de frustration, noyé dans un bruit liquide. Il brandit la main à 2 reprises, encore dans ma direction, puis hocha la tête de bas en haut et de gauche à droite. « Je suis désolé, Don Mascarina, je ne comprends pas. » Il me fit signe d'approcher, puis, avec une frénésie fébrile, se mit à tracer quelque chose dans la terre, entre les pieds de ses rosiers, avec son pouce. Je n'avais jamais soupçonné qu'il savait écrire. J'avançai vivement ma bougie pour lire son message. Dans l'humus enrichi de fumure, il traçait un trait, puis un deuxième parallèle au premier, puis un troisième, puis un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, un neuvième. C'était le nombre de vos agresseurs? Ils étaient 9. Il émit un gênement animal, secoua négativement la tête. De la tranche de la main, il balaya ce qu'il venait d'imprimer sur le sol meuble. Il me désigna à nouveau, puis se remit à tracer quelque chose sur le sol. 1 trait, 2 traits, 3 traits, une succession de lignes parallèles. Je ne comprends pas, c'est un chiffre? C'est un symbole? Don Mascarina poussa une plainte aiguë, mouillée, organique. J'étais si proche qu'elle me fit physiquement mal, comme si on m'avait frotté les dents à la paille de fer. Tous les chiens du quartier reprirent leur cœur misérable et sinistre. Don Mascarina s'effondra, le corps secoué de violents frissons, des cris inarticulés bloqués au fond de la gorge. Son agitation était si incohérente, si terrible, que je le crus pris de convulsions. Mais ce n'étaient pas des convulsions. Don Mascarina pleurait. Les sanglots, simplement, ne pouvaient plus sortir. Ils étaient en train de le tuer, lentement, mais aussi sûrement qu'un garrot. Cette faiblesse-là me fut vraiment insupportable. Pendant des années et des années, je m'étais construit une carapace de cynisme et d'indifférence. Mais cette nuit-là, sa souffrance me glaçait les os jusqu'à la moelle. Très éprouvant de se retrouver humain quand on a chassé l'habitude. Je perdis le contrôle de mes actes. Je fis une entorse aux règles de la guilde, et ces règles que Don Mascarina précisément m'avait apprises. Je mis un terme à son chagrin. C'est indécent, un homme qui pleure. De toute façon, sans la charitable intervention de votre serviteur, c'est le désespoir qui l'aurait tué. Je m'enfuis jusqu'aux catacombes de Purpurezza. Don Mascarina expédié, je me dépêchai de vider les lieux. Je fis juste un crochet par le cellier pour rafler quelques chandelles, du pain, du lard, une bouteille scellée à la cire du vieux frein bois. Plus un sac de farine que j'eus la chance d'apercevoir. Je fourrai le tout dans une besace que je décrochai d'un clou, et je faussai compagnie à l'aimable maisonnée. Je remontai la via Sudorosa, en rasant les murs, l'épée à la main. On mourait beaucoup trop à mon goût cette nuit-là, dans les rues de Sudalia. J'évitais soigneusement mon petit Galta de la Via Mala et le lupanar, ou officier Cardoma. Je n'imaginais que trop bien le quartier hanté de silhouettes louches et de reflets métalliques. En me glissant sous les arcades, les encorbellements et les porches, je trottais dans les ombres les plus épaisses, droit vers le lacis pentu des ruelles de Purpurezza. Non loin de la fontaine au pampre, je soulevais une grille rouillée et je dégringolais quelques marches usées. Je me faufilais ainsi sous les voûtes basses du cloaque Azoteo, le plus vieil égout de Sudalia. Je dus y allumer une chandelle pour poursuivre mon chemin.
Plusieurs adducteurs étranglés, construits en briques, desservaient le canal principal. L'un de ces conduits, à moitié éboulé, ouvrait sur la cité des morts, par un mur crevé. Purpurezza est la colline qui domine le bassin du port, au nord-ouest de la rade. C'est le quartier le plus ancien de Ciudadella. Les pirates y fondèrent la cité au IVe siècle avant le resplendissant, y installèrent leur premier camp retranché, offrant un beau point de vue sur l'océan. La colline leur permettait aussi, par mauvais temps, d'allumer de grands feux pour attirer les navires sur les récifs qui rendent les baies dangereuses. Dans les siècles qui suivirent, les princes pillards de Ciudadella y bâtirent leurs premières murailles et leurs premiers palais. Ils y creusèrent la colline pour installer la nécropole sous la cité des vivants. Pendant 500 ans, les Ciudadéliens excavèrent la roche friable de Purpurezza pour en faire un dédale funéraire, une ville sous la ville. Il fallut atteindre le règne de Léodégare III, le Saint, au 1er siècle, pour que la foi cyclothéiste fut imposée à Ciudadella. Les dépouilles furent désormais inhumées dans le bosquet du desséché, et non plus sous les cours et les maisons. Pour un homme qui n'a pas froid aux yeux, et qui ne craint pas de se perdre, les catacombes de Purpurezza représentent une planque idéale. Son réseau troglodyte est comparable à une fourmilière abandonnée. Un labyrinthe de galeries, de passages, de corridors, de chatières, de rampes inclinées, de marches affaissées, de caveaux, de puits, d'oratoires, de chapelles. L'endroit n'est pas sans poésie, pour qui a le cœur bien accroché. Certes, tout cela sent la poussière, la moisissure, la pierre pourrie, la charogne sèche. Les profanateurs sont passés par là, et l'on trébuche souvent sur le débris d'un sarcophage brisé dans les fagots d'ossements. En d'autres zones, l'air sec ou la richesse en poison de la roche ont momifié les corps. Au détour d'une niche ou d'une arche basse, la lueur fantasque de la bougie vous révèle soudain une chevelure roussie, un écorché de cuir, le sourire railleur d'un masque parcheminé, qui vous épie entre ses paupières mi-closes. Cette compagnie est assez sinistre, mais les catacombes n'exudent pas l'atmosphère effroyable des sanctuaires du desséché. Il y a plus de 1000 ans, quand les Ciudadéliens creusèrent ces galeries, beaucoup croyaient encore que la vieille déesse, voire Kakilo, le seigneur des océans, accueillait les âmes des défunts. Seuls certains secteurs consacrés aux adorateurs du desséché et à ses mystères étaient ornés avec l'iconographie macabre de ce culte. Ailleurs, bon nombre de caveaux avaient été décorés avec des fresques colorées qui représentaient la vie quotidienne des disparus. Les sarcophages des Ciudadéliens riches étaient garnis de bas-reliefs, les représentants vaquant à leurs affaires ou au milieu de leur famille, dans des scénettes paisibles. Ça et là, drapés dans de vieilles toiles d'araignée, des dépôts de lampes en terre cuite et de poteries ébréchées témoignaient de la familiarité domestique avec laquelle on traitait les disparus. Eh bien, Hélé, je t'avoue que je ne sais pas, je suis triste de voir que ça rame chez toi. Je regarderai au niveau du replay si du coup c'était chez moi ou chez toi. Tu me diras après avoir relancé si ça marche mieux. C'est dans ce monde souterrain et silencieux que j'allais trouver refuge. Il y avait une salle de dimension modeste, dotée de fresques mutilées mais assez belles, que j'avais adoptée comme repère en cas de coup dur. Elle présentait plusieurs commodités. La principale, c'est qu'elle disposait de 3 issues, et qu'il était donc difficile de m'y acculer. Ces autres agréments étaient d'ordre esthétique. Aucune vieille carcasse n'y faisait la grimace. J'avais beau avoir fait de la mort mon métier, je ne goûtais pas forcément à la société de mes hôtes. Il y avait certes 4 tombeaux disposés dans des alcôves sculptées, mais ils étaient hermétiquement clos. L'un d'eux supportait le gisant gracieux d'une jeune fille qui souriait d'un air mystérieux et fin. Les autres, les murs et le plafond enfin,
déroulaient devant vos yeux des marines naïves et fendillées, où naviguaient des birèmes aux figures de proue désuètes, où dérivaient avec nonchalance des poissons de paradis, des sirènes aux poitrines menues, des léviathans à dents de sabre. Je déposai ma besace au centre du caveau au birème, et je m'assis à même le sol, en tailleur. Je fis sauter le bouchon de cire de même bouteille de vieux frimbois, j'adressai une courte prière aux desséchés et aux âmes des morts, et je versai un peu de vin sur la pierre et la poussière pour me faire pardonner mon intrusion. En fait, je ne craignais pas tant les disparus que les embaumeurs du culte du desséché. Ils aiment rôder dans les nécropoles et les ossuaires pour veiller au repos des morts. Je consacrai ensuite, enfin, quelques soins à ma blessure. J'ôtai lentement, non sans juron, mon pourpoint de cuir. La moitié de ma chemise était rouge. Je la déchirai à la dague, retirai le pansement grossier que j'avais appliqué sur la plaie. Je nettoyai les caillots de sang avec un peu de vin. Le traitement me brûla comme une eau forte, mais il m'avait été recommandé par Zani, un barbier qui m'avait recousu à 2 ou 3 reprises. J'avais une vilaine entaille, nette, mais ouverte, entre 2 côtes. Heureusement, la plaie ne faisait pas de bulles. Toutefois, l'os devait avoir été éraflé, car la moindre inspiration me faisait mal. Je me confectionnai un bandage grossier avec ce qui pouvait encore servir de ma chemise. Je me tirais de cette sale affaire. Si je me tirais de cette sale affaire, cela me ferait une cicatrice de plus. Si je me tirais de cette sale affaire. Pour me remonter un peu le moral, je vidai le reste de la bouteille, emportant des santés au gisant de la jeune fille. Je mangeai aussi le pain et le lard que j'avais emportés. Je n'avais pas faim. Le spectacle offert par Don Mascarina m'avait noué l'estomac, et les catacombes n'ouvraient pas vraiment l'appétit. Mais j'avais perdu beaucoup de sang. Il me fallait reconstituer mes forces. Et puis, dans les phalanges, j'avais appris qu'un soldat qui ne se nourrissait plus était un soldat mort. Je me forçais donc à manger. Je tâchais aussi de réfléchir plus calmement à la série de catastrophes que je venais d'essuyer. Mais j'avais beau prendre le problème dans tous les sens, je n'y voyais pas plus clair. On m'avait tendu un traquenard via Degli Ducati, c'était certain. Quelqu'un avait trahi Don Mascarina, cela aussi était certain. Et il était possible que les 2 coups fourrés étaient liés. Mais était-ce Don Mascarina qui m'avait vendu? Qui était l'homme au masque de renard? Votre seigneurie, l'avait-on appelé. S'agissait-il d'un patricien, d'un sénateur? Pourquoi avait-on voulu le refroidir? S'agissait-il d'une affaire privée ou d'une affaire publique? Qui était donc cet homme dont j'avais reconnu la voix au milieu des spadassins, qui avait voulu me faire la peau? Et qui avait massacré les habitants du palais Mascarina? Ah, si Don Mascarina m'avait fait comprendre quelque chose avec force, c'était bien qu'il ne s'agissait pas des membres de l'honorable société. Mais pouvais-je avoir pleine confiance en lui? Dans l'état qui était le sien, aurait-il encore pu chercher à me tromper? Et que signifiaient ces traits parallèles qu'il avait imprimés dans la terre meuble de son jardin? Toutes ces questions me donnaient le tournis. Le petit vin de Frais-Bois n'était pas fait pour me rendre les idées plus nettes. Ajoutez à cela la fatigue qui me rattrapait, la douleur qui me mordait le flanc, l'air raréfié du caveau. Le monde se mit à tanguer, comme les vertiges soudains qui précèdent le sommeil. Au plafond, les vieilles birèmes dansaient sur les flots de pigments poussiéreux, poursuivis par les monstres marins aux écailles éteintes. Les poissons bigarrés frétillaient autour des sirènes qui me faisaient de l'œil en brossant leurs chevelures de safran écaillées. Les morts se retournaient dans les sarcophages voisins pour soulager leurs crampes et trouver des positions plus confortables. Le gisant de la demoiselle s'étirait en douce sur sa couche de pierre. Je l'aurais bien rejointe, mais j'étais trop las. Une voix chuchota quelque chose à mon oreille. C'était bizarre, je connaissais cette voix. 2 birèmes s'abordèrent furtivement dans un coin de la fresque. Des pirates aux enduits fissurés y taillèrent en pièces la jeune Patrice Morigini et pillèrent la cargaison d'ivoire.
Une voix chuchota à mon oreille. C'était celle du centenier Spada Matado, qui commandait la seconde enseigne. Qui commandait la seconde enseigne. Il murmurait « Vise la voïvode, bella Benvenuto ». Quelle sale histoire, cette mission de Caelsbruck. Quelle sale histoire. Vise le voïvode, bella Benvenuto. C'est celui au centre, avec les 2 sabres. Une sirène qui avait les yeux verts et les cheveux noirs de Cardamna était en train de susurrer des renseignements sur mon compte aux ouïes d'une raie tigrée. Et cette foutue arbalète à cric qu'il fallait tendre en vitesse, alors que les 3 chefs barbares avançaient seuls, au trot, face à la porte au freux. Je me collais un vireton entre les dents, arbalète au sol, pied à l'étrier. La corde calée entre les 2 griffes de la crémaillère, je remontais la manivelle des 2 mains dans un mouvement fluide de pédalier. À côté de moi, Welf et le centenier Matado inspectaient nerveusement cette portion du rempart. Nous étions bien cachés par les charpentes du Our, mais un soldat du bailli pouvait toujours nous surprendre dans sa ronde. Welf et l'officier avaient beau monter la garde, ils ne voyaient pas cette catin en cheveux noirs qui était en train de me balancer. « Benvenuto ?» Il se planque dans les catacombes de Purpurzella sous le cloaque d'Azoteo. La corde remontait à bloc, j'abattis le loqueteau. Je décrochai le cric et la manivelle. Je plaçai le vireton dans la rigole. Welf souleva un peu plus le volet du créneau devant moi. Je me calai la crosse de l'arbier dans l'épaule. L'arc d'acier de l'arbalète à l'horizontale, à hauteur de mes yeux. Les 3 chefs barbares venaient de s'arrêter au pied des tours de la poterne. Ils appelaient d'une voix puissante pour reprendre les pourparlers. « Ne te rate pas !» chuchota le centenier. À cette distance, c'était peu probable. Tir tendu. Avant même d'appuyer sur la queue de détente, je vis la suite en un éclair. Les tractations rompues, sans espoir de retour. La rage impuissante des ligues du duc de Bromael, le désespoir de la population, les émeutes, les désertions, les hordes barbares lancées à l'assaut des murailles. Caelsbruck en flammes. Salut marraine d'air, merci beaucoup d'être là ce soir. La lecture de ce soir est plus sordide que celle de la semaine dernière. J'espère que tu vas bien. Allez, on reprend. Je me réveillai en sursaut. La chandelle était en train de crachoter au ras du sol, intégralement fondue. Les fresques et le gisant de la donzelle prenaient l'obscurité et la poussière. J'allumai rapidement une 2e bougie pour éviter de me retrouver plongé dans la nuit des morts. Ma blessure me lançait avec violence. Des auréoles brunes commençaient à transparaître sur mon nouveau bandage. J'allais m'asseoir dos à un mur. Les choses allaient mal. Si mal que la vieille amertume de Caelsbruck était en train de me remonter aux lèvres. Il me fallait prendre des décisions, tenter des actions. Rester terré dans mon trou me permettrait de gagner quelques jours, tout au plus, mais les gens qui avaient éliminé Don Mascarina et qui avaient cherché à me liquider étaient certainement patients. Et ils avaient probablement les moyens. Moi, je ne pouvais pas attendre. Si ma plaie s'infectait, j'allais claquer dans des dents de fièvre d'ici quelques jours. Je devais agir, et agir vite. Mais que faire? Naviguer en aveugle? Le podestat, lui aussi, avait navigué en aveugle à Caelsbruck. Et il nous avait tiré du bourbier. Non sans mal, non sans mort. Mais enfin, nous avions réussi à sortir du brasier que nous avions allumé. Il fallait que je suive son exemple. Il fallait que j'applique à la situation les principes qu'il avait adoptés à Caelsbruck. Quelle était donc sa méthode? À quoi la résumer? Définir les priorités, pas d'hésitation, pas de certitude, pas d'amis, pas d'ennemis, pas de morale. Les priorités traitées l'une après l'autre.
Les priorités seules l'importent. Les priorités seules importent. C'était un programme assez fidèle de ce que j'avais pu saisir de la stratégie du Podesta. Peut-être appliquait-il d'autres recettes, mais je n'étais que de la piétaille à l'époque, et je n'avais jamais pu approcher le cercle de ses officiers et de ses conseillers. Il faudrait faire avec le peu que j'avais compris. Définir les priorités. Le premier problème à traiter, c'était ma blessure. Si mon état se dégradait, je pouvais rapidement me retrouver hors jeu. Il était impératif que je reste dans la course. Il était impératif que je me soigne. Le bandage que je m'étais confectionné avec les restes de ma chemise sentait le fauve. J'avais tellement sué sous mon cuir. Cela ne me semblait guère indiqué pour penser à une plaie béante. Et puis les moisissures et les cadavres des catacombes n'étaient peut-être pas très indiqués pour une entaille ouverte. Il me fallait donc sortir, trouver un mire ou un chirurgien. Certes, la manœuvre était risquée. Non seulement je devrais quitter ma planque, mais il me faudrait en plus visiter un médicastre. Le spadassin qui avait marqué devait l'avoir raconté au masque de renard. Possible que les patients de certains chirurgiens fussent surveillés. Tant pis, pas d'hésitation. Et puis la fièvre ne ramollissait pas encore mon bras. J'avais toujours dû faire au service des curieux qui viendraient me chercher des poux. Je ne décidais que d'une précaution. Je sortirai en début d'après-midi, quand la chaleur et la sieste vident les rues de Sudalia, émoussant la vigilance des vigies et des mouchards éventuels. Il faudrait brûler environ 5 chandelles avant de sortir du caveau au Birem. D'ici là, j'allais tâcher de restaurer un peu mes forces. Mais je ne parvins plus à dormir. Ma blessure me lançait obstinément. Et le silence autour de moi devenait assourdissant de présence. Salut JCM Kerloronin. Merci beaucoup d'être là. Ouf. Je vous confirme qu'on a encore pas mal de lectures de mauvaise donne. On n'aura pas fini ce soir et on n'aura probablement pas fini la semaine prochaine. Un ciel chauffé à blanc. Trop de lumière. Une chaleur brutale, étouffante comme l'atelier d'un fondeur ou d'un céramiste. Ce furent mes premières impressions quand je sortis du cloaque à Zotéo. Je clignais des yeux comme une chouette dans la clarté trop vive de l'après-midi. Je ne distinguais pas grand-chose des quelques passants ahuris qui me virent émerger du sol, puis remettre en place la grille derrière moi. J'allais m'asperger et boire à la fontaine du Pampre, à la fontaine au Pampre. Les reflets du soleil sur la surface de l'eau m'éblouirent de plus belle. Je devais avoir l'air assez piteux, avec ma barbe de 2 jours, mes cernes, mon rictus douloureux. Assez dangereux aussi, ostensiblement armé d'une dague et d'une épée, sanglé dans mon pourpoint de cuir. Très repérable. Je filai en vitesse vers le quartier Benjouini. Je n'avais plus de chemise à interposer entre mon cuir et ma peau. Très vite, le soleil se mit à me brûler le dos. Ma blessure me lançait. J'avais l'impression de n'être plus que cloque et gerçure. Était-ce à cause de mon état de faiblesse, du séjour souterrain dont je sortais? La ville, dans le plein jour, me parut différente, changée. D'ordinaire, en début d'après-midi, Sudalia sombre dans une somnolence suffoquée. L'air vibre de chaleur, le contraste entre l'ombre et la lumière devient abrupt, les mouches seules dansent dans la fournaise. Assommés de soleil, hommes et bêtes s'étendent sous les auvents, dans les patios, dans la fraîcheur des maisons de pierre, attendent une heure plus clémente aux approches du soir. C'était le moment idéal pour quelqu'un comme moi qui désirait circuler discrètement. Ah, salut Axel, j'avais pas reconnu le nom. Mais ce jour-là, il y avait du monde dans les rues. Une tension étrange régnait dans la ville. Des petits groupes s'attroupaient parfois en plein soleil et discutaient avec fièvre. À 2 reprises, je croisais des patrouilles d'Algazil, écarlates sous leurs casques cloutés, qui s'épongeaient le front d'un air éprouvé.
Perturbés par cette animation inhabituelle, les enfants aussi étaient restés dehors. Ils jouaient dans la lumière accablante et la poussière, congestionnée par la canicule. Sur la colline de la Torosella, dans le quartier du Palais Curial, j'entendais bruire une rumeur profonde, comme si une foule s'était assemblée autour du centre politique de la cité. Toute cette agitation me laissait présager le pire. J'avais un moment caressé le projet de retrouver Welf pour demander son secours. L'inquiétude que j'éprouvais devant la ville si agitée m'en dissuada. Du reste, Welf en était sans doute à sa 6e taverne, et il devait être saoul comme un cochon. Je me félicitais cependant d'avoir pris quelques précautions en quittant les catacombes. Juste avant de rejoindre le cloaque Azoteo, j'avais dispersé ma farine dans le sol de la galerie, communiquant avec l'adducteur, histoire d'assurer mes arrières. En traversant la Piazza Pescadilla, j'acquis la certitude que des événements préoccupants se tramaient. Contrairement à leurs habitudes, la plupart des maraîchers n'avaient pas levé leur étal à la fin de la matinée. Fruits et légumes invendus étaient en train de griller au soleil. Le poisson pourrissait çà et là dans les essaims de mouches. Les gens discutaient, suants, hagards. J'aurais bien tendu l'oreille si une découverte ne m'avait pas sidéré. Au milieu de la place, appuyés sur de longues piques, stationnaient une dizaine d'hommes de guerre. Mais il ne s'agissait pas d'algazil. Un coup d'œil sur les corselets de fer, les brassards articulés, des barbutes noircies, les hauts de chausses et les tabards rayés de rouge et de noir suffisait pour identifier des phalangistes. Des phalangistes en pleine ville. La phalange est l'arme d'élite de la République. Ces soldats, issus de tous les milieux, surtout des plus crapuleux, sont renommés depuis des siècles pour leur esprit de corps, leur discipline et leur vaillance, ainsi que pour leur cruauté et leur rapacité. C'est pourquoi le Sénat ne cantonne que rarement des détachements des phalanges en ville. Les phalangistes, très populaires chez les citoyens tant qu'ils gardent les frontières ou vont en découdre à l'étranger, soulèvent une vague d'inquiétude quand ils investissent la capitale. Or, le Sénat craint le mécontentement populaire. Il lui faut de solides raisons, une crise majeure en général, pour courir ce genre de risque. Au vu de ces 10 hommes de guerre au milieu du marché, cela fit naître en moi un sentiment complexe, partagé. Incongrus, vaguement menaçants, ils m'apparurent aussi comme des compagnons, à la fois inconnus et familiers. Ces armes, ces casques rayés, avaient formé une large partie de ma vie. Tout un pan de mon passé émergeait soudain dans ce peloton martial, dans ce faisceau de lances. Je sentis le poids fantôme du plastron, des spalières articulées, des gantelets de fer noircis et de mailles d'acier. Je revis les colonnes en marche, dans le soleil ou dans la pluie. Je perçus dans mes jambes le piétinement lourd des centaines de fantassins cuirassés sur la terre battue des chemins. Quelques couplets lents et simples me revinrent dans les oreilles. Je me souvins aussi des lignes de combat, des formations épaule contre épaule, des ordres bramés par les officiers et répercutés par les tambours, des rangs serrés sur les compagnons tombés, des lisières de piques hérissées, esthétique oblige, prolongées par nos tabards hachurés de noir et de rouge. Brutalement, je compris ce que Don Mascarina avait voulu me dire. Au milieu de mes souvenirs, j'avais trouvé une clé. J'étais vraiment un imbécile de ne pas y avoir songé plus tôt. Don Mascarina m'avait pointé, moi, le vétéran, puis avait tracé des lignes parallèles au sol. Parallèles comme des pics en position d'attaque, parallèles comme des rayures rouges et noires. Les hommes qui avaient nettoyé le palais Mascarina étaient des phalangistes. C'était évident. La brutalité de l'attaque, son efficacité meurtrière, la puissance des arbalètes, tout indiquait des hommes des phalanges. Je tenais enfin une piste. Il ne me fallut pas beaucoup tirer sur le fil pour comprendre autre chose. Les spadassins qui avaient failli me coincer ressemblaient aussi à des soldats. L'un d'eux avait l'accent d'Ouromagne. Ils étaient rapides, endurants, tenaces. Ils avaient fait preuve d'une certaine méthode dans leurs recherches quand j'avais réussi à leur filer entre les doigts. Des phalangistes, eux aussi. Et de fil en aiguille, la mémoire me revint. Je sus qui avait crié les ordres au milieu de mes assaillants. C'était Matado, le centenier Spada Matado, l'officier de la 2e enseigne du régiment Testa Negra. Matado qui nous avait infligé les verges, à Welf et à moi, pour une rixe idiote.
Matado, sous les ordres duquel j'avais servi à Kelsbruck, sous les ordres duquel j'avais tué à Kelsbruck. Les choses commençaient à se mettre en place. Ces découvertes me donnèrent un vrai coup de fouet, ranimèrent mon énergie, ma rage de vivre. N'empêche que je m'empressais de vider les lieux. Parmi les phalangistes qui stationnaient sur la Piazza Pescadilla, il y en avait peut-être qui auraient été ravis de me revoir pour finir le travail. En empruntant les venelles les plus étroites, je gagnai le quartier Benjuini et je m'enfilai dans l'échoppe de Zani Faroghi, maître barbier. Maître barbier, mais aussi très cher émérite, aux jeux de table, de cartes et de hasard, et vaguement entremetteur pour les gens riches et prodigues. Quand je passais le seuil de sa boutique, Zani était en train de faire la barbe à un client tardif. Il m'accueillit avec le sourire épanoui du camelot qui s'apprête à vous vendre un lot de 12 semelles usagées. « Don Benvenuto, quel plaisir de te voir. Mais quelle mauvaise mine. Moi et mes petits couteaux, on va débroussailler tout ça un peu. » Puis, en chantonnant gaiement, il glissa prestement plusieurs coups de lame sur la glotte offerte de son client. Toutefois, son regard avait parcouru mon pourpoint troué, mes armes, les taches de sang séchées sur ma botte. Il savait pourquoi je venais. Il se hâta d'expédier le bourgeois qui m'avait précédé, lui ayant rendu les joues roses et lisses, puis ferma à clé la porte de son échoppe et se tourna vers moi. « Je te remercie de ta discrétion, Zani. » Il fit claquer une serviette propre, la jeta sur son épaule et me répondit, les yeux rieurs. « C'est que je ne voudrais pas être dérangé en exerçant mon art, Don Benvenuto. Il y a tant de fâcheux dont l'irruption peut distraire un honnête barbier. Imaginez que mon rasoir divague ou que mon aiguille casse. Car à voir votre équipage, je suppose que c'est du chirurgien dont vous avez besoin, Don Benvenuto. Une fois de plus, Zani. Notre bonne ville est décidément bien dangereuse. C'est à se demander ce que font les alguazils. Il me jeta un coup d'œil bizarre, un coup d'œil scrutateur, où le calcul apparut fugitivement derrière le rire. Zani était une fripouille, comme votre serviteur, à ceci près qu'il recousait plus qu'il ne décousait. Mais je ne lui connaissais pas de sympathie particulière pour les alguazils. Alors, pourquoi ce regard? Après tout, cela rend mes affaires prospères, enchaîna-t-il, le ton toujours enjoui. Plus on s'étrille dans les ruelles, plus le barbier engraisse. Justement, Zani, à propos de fortune, je n'ai guère d'argent sur moi, mais je suis un client régulier et fidèle. Sans doute pourrais-tu me faire crédit. Crédit? Qu'est-ce donc ce mot-là? Allons donc, Zani. Tu es trop bavard pour me faire avaler que ton vocabulaire souffre d'une telle lacune. Justement, Benvenuto, le bavardage est l'ennemi du crédit. Crédit. Voilà un mot que le débiteur, pour peu qu'il soit dissert, oublie très vite, et il vous paye de mots, faute d'avoir pu se souvenir qu'il devait vous payer d'une autre monnaie. Douterais-tu de ma probité, Zani? Que non, Don Benvenuto. On vous sait gentilhomme, mais précisément, il n'est rien de plus aristocrate que d'oublier les dettes d'argent, ces choses si contingentes. Il me faudra donc aller voir un autre barbier. Les gens de ma corporation sont bien ignorants, vous savez. Je doute beaucoup que vous en trouviez un seul qui connaisse mieux que moi le sens du mot crédit. Alors je vais mourir devant ta porte, Zani. C'est que je suis navré d'un fort méchant coup. Voilà qui ne te fera guère de publicité. C'est un fait, Don Benvenuto, et cela me chagrinerait beaucoup de ne plus vous compter dans ma clientèle. Allons. Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement? J'ai toujours su que tu étais raisonnable. Je suis toujours très charitable, Don Benvenuto. Tant de grandeur d'âme chez un modeste barbier. Tu aurais dû naître grand seigneur, Zani. C'est ce que je me suis toujours dit, Don Benvenuto. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? C'est une question que je me pose aussi ces derniers temps. Nous sommes faits pour nous entendre, Don Benvenuto. Alors, voici ce que je vous propose. En échange du service que vous attendez de moi,
Je vous demande un service. Quel type de service? C'est que je suis très pris, Zani. Très pris et très cher. Oh, il s'agit d'une affaire fort simple. J'ai gagné 25 florins au jeu à l'un de mes voisins, le clerc Gripari. Mais le gaillard est mauvais coucheur. Il prétend que je l'avais fait boire et que les dés étaient pipés. Pure calomnie, Don Benvenuto. Toujours est-il qu'il refuse d'honorer sa dette. Et tu voudrais que je l'amène à respecter ses obligations? Vous avez devancé ma pensée, Don Benvenuto. Affaire conclue, Zani. Il ne sera pas dit que tu seras lésé d'aussi méchante manière. Dès que ma blessure est cicatrisée, je rends une petite visite à ce Gripari. Topons là, Benvenuto. Je suis certain que le ladré sera sensible à votre rhétorique. Le marché arrangé, Zani s'empressa. Tout en m'étourdissant de verbiage, il m'aida délicatement à retirer mon pourpoint. Il fit la grimace devant mon bandage sommaire, le retira avec douceur, nettoya mon torse et ma blessure. « Belle entaille, apprécia-t-il. Coup de dague ou coup d'épée? En tout cas, sans votre gilet de cuir, vous auriez pris un fameux courant d'air. » Ce disant, il posa une sacoche de chirurgien sur la petite table où il disposait d'ordinaire son plat à barbe, ses blaireaux, ses ciseaux et ses rasoirs. Il ouvrit la pochette de cuir qui révéla l'établi bien ordonné de ses instruments de supplices médicaux. « Quand cela vous est-il arrivé ?» demanda-t-il, l'air faussement distrait, en recherchant ses aiguilles courbes. À nouveau, je décelai chez lui une arrière-pensée. De la dissimulation ou une curiosité masquée avec art, intéressée peut-être, il était préférable de mentir. Tôt ce matin, une affaire d'honneur avec un gentilhomme. Et ce gentilhomme vous a touché? Ça devait être une fine lame, Don Benvenuto. À ce nouvel éclat perspicace dans le regard de Zani, je me sentais mal à l'aise, sans démêler si c'était parce qu'il s'apprêtait à me recoudre ou parce qu'il cherchait à me percer à jour. Ce gentilhomme n'était pas très loyal, ai-je grommelé. Ses témoins se sont ligués contre moi. Je comprends mieux. C'est que je sais que vous avez servi dans les phalanges, Don Benvenuto, et j'imaginais mal un vulgaire citoyen vous marquer ainsi. Zani s'était penché sur ma poitrine. Je sentis une piqûre, suivie d'une longue brûlure quand le fil commença à fermer la plaie. Je serrais les dents, mais il me fallait aussi détourner la conversation, et peut-être collecter des informations. Tiens, à propos des phalanges, j'ai vu un détachement de phalangistes sur la piazza Pescadilla. Saurais-tu ce qu'ils viennent faire en pleine ville? Zani interrompit son rapiessage, se releva vers moi, le nez interloqué. « Comment ça, Don Benvenuto? Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant? » C'est que, vois-tu, Zani, avec cette vilaine plaie, je ne suis pas sorti de chez moi de la matinée. Ce n'est que pour venir solliciter tes soins que j'ai mis le pied dehors. Allons donc, vous me faites marcher. Et toi, tu me fais languir. Du reste, si tu pouvais éviter de t'arrêter en chemin, fis-je en lui indiquant du menton mon flanc à moitié recousu. Il reprit son travail d'aiguille, imprimant à mon visage toutes les grimaces qu'on peut imaginer. Ainsi, vous n'êtes pas au fait des derniers événements. Faudra-t-il le chanter pour t'en convaincre? Ne vous donnez pas cette peine, Don Benvenuto. Je me ferai un plaisir de vous rapporter les dernières nouvelles. Il y a eu du grabuge la nuit dernière. Du grabuge? Oui, un peu partout en ville. Un peu partout? Tout d'abord, continua mon barbier, il y a eu une sale affaire via Sudorosa. Des bandes se sont étripées avec sauvagerie dans une vieille maison. Au fait, vous connaissiez Don Mascarina, n'est-ce pas? Je fis une moue évasive. Mais si, vous savez, ce brave homme qui protégeait les petits pouilleux de la piazza Pescadilla. Eh bien, il n'était peut-être pas si brave homme que cela, finalement. Baissant le ton. On lui a fait subir le supplice des 3 traits. Vous savez, celui des chuchoteurs. Et puis on l'a poignardé au cœur. En tout cas, c'est ce qui se raconte chez les mendiants.
Mais est-ce la raison pour laquelle les phalangistes ont été appelés en ville? Ce Mascarina, il n'était pas très important. Et ce n'est pas la première fois que les truands règlent leur compte. Zani me jeta un regard par en dessous. Vous voyez juste, Don Benvenuto. En fait, c'est le Sénat qui a déployé les phalanges. Il y a eu d'autres attentats. Tu piques ma curiosité aussi cruellement que mon épiderme, Zani. En un mot commençant, plusieurs assassins ont attaqué les membres du Sénat, Benvenuto. En un mot commençant, plusieurs assassins ont attaqué des membres du Sénat, Don Benvenuto. Hein? Plusieurs assassins? Vers minuit, tout d'abord, il y a eu une tentative de meurtre ratée via Degli Ducati. Vous n'imaginerez jamais qui en a voulu tuer. Ma respiration s'est accélérée. Mon pouls s'est emballé. J'allais enfin savoir qui était le client. Qui a-t-on voulu tuer, Zani? Ne vous agitez pas comme ça, Don Benvenuto. Vous vous remettez à saigner. Si ces histoires vous énervent ainsi, je ne vous raconte plus rien. Non, non, je suis parfaitement calme. Mais dis-moi, Zani, qui a-t-on voulu tuer? Qui as-tu... Oh. Mais dis-moi, Zani, qui a-t-on voulu tuer? Voilà. Hop, j'arrive. Hop. Pourquoi je le bannis? Parce que... Achat de spectateurs. Bon, non, tant pis. Voilà, message supprimé. Alors, qui a-t-on voulu tuer? Le sénateur Léonide Ducator. Eh oui, on a les haines tenaces au Sénat. À peine rentré d'exil et on lui dépêche un assassin. Et voilà, une jolie couture. D'ici 2 semaines, vous serez en pleine forme et vous pourrez rendre visite à mon cher voisin Gris-Paris. Il se releva et commença à préparer un bandage propre. Avisant ma figure, il ajouta « Cela vous fait si mal que cela? Vous êtes tout pâle, Don Benvenuto. » C'est le sang. J'ai perdu beaucoup de sang. Oui, bien sûr. Il faut boire du vin, manger de la viande et du bouillon de poule. Puis, en me bandant, il enchaîna. Mais, au fait, vous devez le connaître, le sénateur Ducator. Vous avez servi sous ses ordres à Kelsbruck, non? J'étais dans la piétaille. Seuls les officiers ont eu l'occasion de l'approcher. Ai-je marmonné, la voix étranglée. Ça a dû être une terrible affaire à ce que j'en ai... Ça a dû être une terrible affaire. À ce que j'en ai entendu dire, reprit Zani distraitement. C'est quand même une sacrée coïncidence quand on y songe. Vous connaissiez Don Mascarina et le sénateur Ducator et on les attaque tous les deux la nuit dernière. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, Don Benvenuto. Le meilleur? Oui, de ce qui s'est passé cette nuit. Ce qui explique que les phalanges quadrillent la ville et que le Sénat tienne une session extraordinaire en ce moment même au palais curial. Parce que le Sénat tient une session extraordinaire? Il y a de quoi? On a assassiné le podestat Morigini. Pardon? Ça vous en bouche un coin, pas vrai? Moi non plus, je n'y ai pas cru sur le coup. Mais les héros sénatoriaux ont proclamé 40 jours de deuil sur les places au milieu de la matinée. Mais comment a-t-il été tué? Dans son lit, le plus paisiblement du monde, au 3e étage de son palais. Même méthode que pour le Mascarina. On lui a plongé un poignard dans le cœur. Ses gardes et sa clientèle n'y ont vu que du feu. Sa femme, la grosse dame Gassina, ne s'est même pas arrêtée de ronfler. C'est elle qui a donné l'alerte le matin, quand elle s'est réveillée en trempant dans le sang de son glorieux époux. En prenant des airs de comploteur, Zani murmura. Encore un coup des chuchoteurs, Don Benvenuto.
comme pour la tentative contre le seigneur du Cator. Il paraît que l'assassin a réussi à échapper à une dizaine de gardes, tuant en raide ceux qu'il serrait de trop près. Il acheva de nouer le bandage qui me serrait le torse. « Et voilà, Don Benvenuto, vous êtes paré pour de nouveaux duels. » Il me jaugea un instant du regard, puis ajouta. « Décidément, je vous trouve une mauvaise mine. Et si je vous faisais la barbe ?» Eh bien, je pense que c'est un moment idéal pour arrêter notre lecture de ce soir. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne nuit à vous. Merci beaucoup. C'était un plaisir de faire cette lecture. Et puis, à bientôt. Des bisous à tous. Salut.